Bienvenue dans l'école du lupus. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet alors qui est un peu compliqué, peut-être un peu ardu. Je vais essayer de faire en sorte que ça le soit moins. Et on va parler de ce qui s'appelle les biothérapies et les CAR-T-cells. C'est un anglicisme dans le lupus. C'est juste pour vous expliquer où est-ce qu'on en est dans la recherche des tout nouveaux traitements du lupus. Alors, mes liens d'intérêt. Juste, je vous rappelle que dans le lupus, en fonction du type d'atteinte que vous avez, quand on veut traiter une poussée, on fait appel à des traitements qui sont des traitements dits de première intention. On a déjà parlé de l'hydroxychloroquine que tout le monde doit recevoir sauf contre-indication. Et puis après, traitement de deuxième intention. Donc la première ligne, c'est ici. Et pendant très longtemps, on donnait beaucoup de corticoïdes. Maintenant, on essaye d'en donner de moins en moins, voire, comme vous pouvez constater sur cette diapositive, ne pas les utiliser pour certaines atteintes qui sont très fréquentes, comme l'atteinte articulaire ou l'atteinte cutanée. Puis après, si ça ne fonctionne pas, parce que ça marche chez, mettons, 60% des patients à peu près, bien sûr à condition que les gens prennent leur traitement, hein. Bah, si ça ne fonctionne pas, on rajoute, dans le lupus, on ajoute un traitement pour contrôler la maladie. Vous voyez ici la liste de ces traitements qu'on peut proposer. Il en demeure pas moins qu'avec ça, on a quand même à peu près 25% des lupus pour lesquels, pendant très longtemps, on a considéré qu'ils étaient entre guillemets réfractaires. Réfractaire, ça veut juste dire que le traitement de première intention et le traitement de deuxième intention n'étaient pas efficaces. Donc, heureusement pour nous, on a enrichi l'arsenal thérapeutique du lupus avec des nouveaux médicaments. Enfin, nouveau, il y en a un qui est un peu plus ancien, je vais vous le dire après, mais c'est une nouvelle approche. Ce que vous voyez sur cette diapositive, c'est des médicaments, que ce soit l'hydroxychloroquine, le méthotrexate ou les corticoïdes, qui sont des médicaments qui agissent sur beaucoup de cibles du système immunitaire. Donc c'est bien parce que ça marche. Le vrai problème, c'est que vous vous doutez bien que ces médicaments-là, par exemple, ne font pas la différence entre les mauvais globules blancs qu'il faut arriver à freiner et les bons globules blancs qui nous aident à nous défendre contre les infections, par exemple. Et c'est ce qui se passe notamment avec les corticoïdes, c'est-à-dire que les corticoïdes, ils marchent très bien dans certaines atteintes du lupus. Malheureusement, comme ils ne font pas la différence entre les bons et les mauvais globules blancs, ils diminuent aussi les bons globules blancs. Et donc, quand vous avez une dose forte de corticoïdes, il y a un risque que vous fassiez des infections. Et donc, de plus en plus dans l'arsenal thérapeutique, on a essayé de développer des molécules qui sont des molécules qui vont être capables de cibler de manière précise quelque chose dont on sait qu'il fonctionne trop dans le lupus. Alors, il y a deux cibles qui sont intéressantes dans le lupus. Alors, juste une petite parenthèse. Je vous rappelle que le protocole national de diagnostic et de soins du lupus, il est disponible gratuitement sur le site de la Haute Autorité de Santé. Tout ce qu'on vous présente à l'occasion de l'école du lupus, tout ça, si vous allez le télécharger, alors c'est fait pour les médecins, mais les patients, ils peuvent tout à fait aller le télécharger gratuitement sur le site de la Haute Autorité de Santé. Peut-être, Micheline, tu peux mettre le lien dans le chat. Donc, et là, on l'a mis à jour en 2023. Et en 2023, on a maintenant donc deux molécules qui sont des molécules intéressantes, nouvelles, qui permettent d'avancer dans la prise en charge du lupus. La première de ces molécules, on s'est rendu compte que dans le sang des malades qui avaient un lupus, on a une protéine qui intervient dans la régulation de certains globules blancs, et cette protéine, elle s'appelle Bliss. Et les globules blancs qui sont ciblés par Bliss, c'est des globules blancs qui font produire des anticorps, et notamment des anticorps qui sont dangereux dans le lupus, ce qu'on appelle des auto-anticorps. Le lupus, c'est une maladie auto-immune parce que le système immunitaire, il fonctionne contre soi. Et donc, ces auto-anticorps, ils sont produits par un type de globule blanc particulier qu'on appelle les lymphocytes B. Et au cours du lupus, on sait que Bliss est en augmentation, est trop élevé, Bliss. Il y en a trop dans le sang. Et en partie à cause de ça, Bliss, il permet aux globules blancs qui produisent des auto-anticorps de persister. Hein, c'est un facteur de survie des globules blancs des lymphocytes B.
Et à cause de ça, en fait, on sait que probablement les globules blancs qui produisent les auto-anticorps, bah, ils fonctionnent trop au cours du lupus. D'où l'idée depuis plusieurs années maintenant, même plus d'une décennie, de diminuer ou de bloquer l'action de cette molécule qu'on appelle Bliss. Alors, comment on peut bloquer l'action de cette molécule qui est une molécule circulante? Bah, en fait, on, on fabrique un anticorps au laboratoire. C'est ce qu'on appelle un anticorps monoclonal, donc c'est un anticorps. Et cet anticorps, vous voyez là sur la diapositive, ça c'est Bliss, et ici c'est un lymphocyte B. Et cet anticorps, il va venir se fixer sur le Bliss qui circule dans le sang, et il va empêcher le Bliss de se lier à ses récepteurs à la surface du lymphocyte B. Donc en bloquant ce Bliss, il va empêcher donc Bliss d'atteindre son récepteur et d'avoir un effet sur le lymphocyte B, sur le globule blanc qui produit les auto-anticorps. Donc, en empêchant ça, il va diminuer la survie des lymphocytes B, des globules blancs autoréactifs, ceux qui font des auto-anticorps. Et donc, on va avoir une diminution progressive de ces lymphocytes B et donc de la production de ces auto-anticorps. Et ça a été la première molécule qui a été validée dans le lupus depuis 1958. Alors, l'autre nom du belimumab, je dis ça parce que les gens le connaissent peut-être sous son nom de marque, c'est le Benlysta. Le Benlysta, le belimumab, c'est un anticorps qui est capable de cibler le Bliss soluble. Soluble, c'est celui qui est dans le sang. Une cytokine, c'est comme une hormone, mais elle est inflammatoire, qui favorise la survie des lymphocytes B, notamment ceux qui font les auto-anticorps. Et elle les empêche de devenir des cellules qui produisent donc des auto-anticorps. Pour ceux qui connaissent, par exemple, les anticorps anti-ADN, qui sont des anticorps qui peuvent se déposer dans les tissus et favoriser les lésions tissulaires. En 2011, ce médicament-là, donc ça fait plus d'une décennie, il a eu l'autorisation de mise sur le marché en Europe. Et initialement, il était disponible uniquement par voie intraveineuse, 10 mg par kilo de poids. On perfusait donc par voie intraveineuse le premier jour, le 14e jour, le premier mois et après tous les mois. Et cette molécule, en fait, pour nous, ça a été quelque chose de très, très, très intéressant parce que c'était la première fois qu'une molécule était capable de démontrer son efficacité dans le lupus avec les outils modernes. Je vais vous le montrer juste après, mais c'était quelque chose, ça a été une révolution. Et en fait, l'autorisation du belimumab, du Benlysta, donc on l'utilise donc en association au traitement habituel. Le traitement habituel, il est défini dans le protocole national de diagnostic et de soins. C'est ce que je vous ai mis sur la diapositive suivante. Donc souvent, enfin presque chez tout le monde, le plaquenil, l'hydroxychloroquine, parfois les corticoïdes, et puis souvent un immunosuppresseur en plus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser aussi, cette molécule, on peut l'utiliser chez les enfants de plus de 5 ans, à condition bien sûr que les patients aient un lupus systémique qui est actif, et donc qu'ils aient reçu un traitement habituel. Et normalement, l'activité, elle doit être élevée, mais c'est le médecin qui prescrit cette molécule qui détermine le niveau d'activité qui va dire si l'activité elle est importante ou pas. Donc pendant très longtemps, on a eu le Bliss, le Belimumab, pardon, qui cible le Bliss par voie intraveineuse. Donc ça, c'était très très bien. C'était un traitement donc qu'on rajoutait au traitement standard. Ça oblige à venir en hôpital de jour quand même. Donc vous savez qu'en France, on n'a pas d'hôpitaux de jour le week-end malheureusement. Et donc ça obligeait, mais vous voyez, intervalle pas si fréquent, a obligé à venir toutes les 4 semaines à peu près en hôpital de jour pour recevoir la molécule. Et on a maintenant depuis quelques années une autre forme, ce qui est très très bien, hein, qui se fait par voie sous-cutanée. Donc ça, c'est les posologies. Par voie sous-cutanée, c'est une posologie qui est indépendante du poids. Donc c'est 200 mg, c'est des seringues qui sont déjà prêtes, qu'on achète à la pharmacie. La seule chose qui est importante à noter, c'est que les 2 premières injections, elles doivent se faire dans un milieu hospitalier. Il y a eu quelques cas
Dans notre expérience, pas du tout, mais il y a eu quelques cas de réaction allergique. Quand on prend un nouveau médicament comme celui-là, il vaut mieux faire les premières injections au milieu hospitalier. Donc, on vient la première semaine, la deuxième semaine, et en plus, on vous apprend comment on fait l'injection et on vérifie qu'elle est bien faite. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc, cette molécule-là, elle est autorisée, elle est indiquée chez les gens qui ont un lupus donc systémique, donc des manifestations cutanées, des manifestations articulaires, des manifestations parfois d'atteinte des séreuses, des péricardites, des pleurésies par exemple. Et puis, le laboratoire qui commercialise ce produit a fait aussi une étude dans le traitement du lupus rénal. Vous savez que ça reste un vrai problème pour nous, la prise en charge du lupus rénal. On a des molécules qui sont efficaces, mais on ne sait pas si ces molécules, elles sont suffisamment efficaces pour retarder l'évolution sur 10 ans, 15 ans. Ben, ce médicament-là, il est autorisé en association au traitement habituel, hein, dans le traitement des néphrites lupiques qu'on appelle, nous, prolifératives. Donc, c'est ce qu'on appelle les classes 3 et les classes 4, peu importe. C'est un médicament qui, dans notre expérience, marche bien. L'efficacité, elle est plus ou moins rapide. Elle peut être assez rapide chez les femmes jeunes avec une activité élevée. Mais vous voyez, ce qui est très intéressant pour les patients, pour vous, c'est on peut commencer par voie intraveineuse et puis après, on peut passer à la voie sous-cutanée. Comme c'est un médicament qu'on donne pendant très longtemps, ben souvent, comme c'est un médicament qu'on donne après l'échec du traitement standard, ben quand on commence, si on arrive à contrôler la maladie, on va le maintenir et les gens vont apprendre à faire leurs injections sous-cutanées et après, on peut essayer de réduire les autres médicaments. Alors, je vous rappelle les règles du jeu, hein. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions, hein. Alors, on va passer rapidement parce que c'est un peu technique, mais ça, c'est juste pour vous montrer les différentes études qui ont été faites, hein, avec cette molécule. Et en fait, vous voyez, hein, donc, il y a eu deux grandes études en 2011. Donc, vous voyez, chez 800 malades des deux côtés, hein, donc, c'était deux études en parallèle dans le monde entier. Et ces deux études, en fait, c'était quand on fait une étude, on fixe un objectif et on répond, on atteint ou on n'atteint pas cet objectif. Et donc, cet objectif a été atteint dans ces deux études. Et même avec le Bliss, avec le belimumab, le Benlysta en sous-cutané, il y a eu une autre étude qui a été demandée. Et dans cette étude, l'objectif, il a été aussi atteint à 1 an. D'accord? Et ça, c'est une autre étude qui a été faite en Asie du Sud-Est. Donc, pour l'instant, le Benlysta, c'est la molécule, c'est le médicament pour lequel on a la plus grande démonstration de son efficacité dans le lupus. Alors, ce qu'on sait maintenant, comme il y a plusieurs années, plus d'une décennie que ce médicament est utilisé, c'est que en suivant les malades qui ont reçu donc le Benlysta dans les premières études, puis ensuite il y a eu un certain nombre d'études qui ont continué à suivre ces malades, on a jusqu'à plus de 10-13 ans de suivi, c'est que la tolérance, elle est très bonne du médicament. Et c'est vrai que nous, on voit très peu d'effets indésirables. Un effet indésirable sur lequel il faut insister, parce que ça a été observé dans certaines de ces études et il faut faire attention, c'est qu'il peut y avoir parfois des problèmes dépressifs ou des idées suicidaires. Nous, on n'en a quasiment jamais vu, mais il faut garder ça en tête. Ça ne veut pas dire qu'il faut le contre-indiquer chez les gens qui ont un syndrome dépressif qui est bien contrôlé par le traitement, mais quand on est sous Benlysta, ben, il faut être vigilant et le malade et le médecin doivent savoir qu'ils doivent signaler ben, ces effets indésirables. Mais ce qui est intéressant, c'est que avec ce médicament, on n'a pas plus d'infections dans le bras chez les gens qui reçoivent le Benlysta. Vraiment, la tolérance du médicament, elle est très bonne et c'est ce qu'on a aussi dans notre expérience. Ça, c'est ce que je viens de vous dire, hein. Si on regarde donc des gens qui ont reçu ce médicament et qu'on les compare aux gens qui étaient dans la même étude mais qui ont reçu le placebo, donc un faux médicament, bah, vous voyez qu'en fait, il y a pas vraiment de différence entre les deux bras, hein. Si vous regardez par exemple les infections,
ben, on a la même chose des deux côtés. C'est-à-dire que les gens qui reçoivent le Benlysta, ils font pas plus d'infections que les gens qui ne le reçoivent pas. Et c'est ce que je viens de vous dire, hein, c'est quand on poule les analyses, il n'y a pas de différence en termes d'effets indésirables euh, dépressifs, mais il y a eu des cas où il y a eu des dépressions un peu sévères avec des troubles suicidaires dans une des études notamment. Donc on a une certaine vigilance. En plus, il suffit d'interroger les patients. Et vous voyez que la tolérance, globalement, elle est bonne. Il n'y a quasiment pas de différence. Il faut regarder les chiffres entre parenthèses, hein, c'est les pourcentages. Hein, parce que vous voyez que le nombre de patients dans les deux essais, ils sont, enfin, dans les deux colonnes, sont pas les mêmes. Donc, c'est les chiffres. Donc, vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de différence entre les deux, entre le fait de recevoir le Benlysta et le fait de ne pas le recevoir. Et ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'on sait maintenant que, donc maintenant, c'est même 14 ans, je crois que je l'avais mise, la diapositive, on sait maintenant que la tolérance sur le très long terme, elle est très bonne avec le Benlysta. Et ça, c'est important parce que on a déjà eu l'occasion de vous dire que le lupus, c'est une maladie chronique. Et donc, quand on arrive à contrôler la maladie, et c'est l'objectif numéro un, ben, il faut arriver à maintenir la maladie au calme le plus longtemps possible et si possible en réduisant euh, les médicaments. Donc, si c'est possible, en réduisant les médicaments qui vont donner des effets indésirables particuliers. Donc voilà, ça c'est un exemple, ça c'est sur 6 ans, mais maintenant on a 13 ans de recul, hein, et donc la tolérance, elle est très très bonne. Vous voyez que sur 6 ans, il y a 6% des malades qui ont arrêté à cause d'effets indésirables, ce qui n'est pas beaucoup du tout quand on prend un médicament. Donc ça, c'est le premier médicament, c'est le Belimumab, le Benlysta. Alors il y a une autre molécule qui est importante dans le lupus systémique, qui est même très importante. C'est ce qu'on appelle l'interféron. L'interféron, en fait, c'est pareil, c'est ce qu'on appelle une cytokine. Donc, c'est une molécule, c'est une hormone inflammatoire. Et l'interféron, en fait, c'est quelque chose qu'on produit naturellement, nous, pour nous défendre contre les infections virales. Quand on a une infection, quand on a la grippe, par exemple, donc je dis bien virale, pas bactérienne, ben, on va produire beaucoup d'interférons et ça a tendance à stimuler le système immunitaire pour lui permettre de répondre, notamment plus rapidement, plus efficacement, contre les infections. Mais ça fait très longtemps qu'on sait que dans le lupus, euh, l'interféron, il est augmenté. Hein. Il est augmenté, il est même augmenté chez les gens qui ont un lupus calme. Alors, il y a plein de façons de doser l'interféron. Donc, soit on dose la molécule directement, soit on dose les conséquences de cet interféron. Et si on dose les conséquences de cet interféron, ben, on trouve que on a une augmentation des marqueurs de l'utilisation de l'interféron par le système immunitaire. Et c'est vrai que ça fait très longtemps que l'idée de cibler l'interféron dans le lupus systémique, elle était intéressante. En fait, donc là, c'est ce que vous voyez ici. Vous inquiétez pas, hein, n'essayez pas de retenir la diapositive. C'est juste pour vous expliquer en fait que donc l'interféron, il joue sur plein de cellules du système immunitaire et qu'on a maintenant donc un anticorps comme celui dont je viens de vous parler, dont l'objectif va être de bloquer. Alors là, il va pas bloquer la molécule qui circule, l'interféron, il va empêcher cette molécule de se fixer sur son récepteur en bloquant le récepteur. C'est ce que vous voyez en bas là. Ça, c'est l'anticorps. D'habitude, l'interféron, c'est les petites boules là que vous voyez en violet, en mauve. Elles viennent se fixer à la surface de différentes cellules. Elles activent le système immunitaire. Ben, quand on bloque ou quand on vient avec un anticorps qui vient se fixer directement sur le récepteur de l'interféron. Ce récepteur de l'interféron, il rentre dans la cellule et il est plus accessible à l'interféron. Donc en faisant ça, on empêche l'interféron d'interagir avec les cellules. D'accord? Donc c'est un anticorps qu'on appelle monoclonal, c'est la même chose que précédemment, c'est-à-dire on a un seul anticorps, c'est le même qui est fabriqué, hein, toujours le même.
Et il se lie, donc c'est un peu technique, mais c'est pas très grave, à la sous-unité 1 du récepteur à l'interféron de type 1. Donc il se lie, vous voyez, le récepteur, il est là, il y a deux choses en côte à côte, et il se lie à une des deux, et en faisant ça, il fait rentrer le, le- le récepteur dans sa cellule. C'est comme un escargot qui rentre dans sa coquille, donc il n'est plus du tout accessible à l'action de l'interféron. Et donc, ce molécule, on l'appelle l'anifrolumab et son nom commercial, c'est le Safnello. Alors lui, on l'a en France depuis septembre 2023. Septembre 2023, c'est une molécule qu'on ne peut utiliser donc que par voie intraveineuse. Donc j'insiste sur le fait, vous voyez, c'est deux anticorps monoclonaux, donc c'est des biothérapies, c'est-à-dire que c'est des anticorps qu'on fabrique. Donc, c'est un point de départ qui est biologique. C'est pas du tout la même chose que les molécules qu'on fait comme les médicaments habituels, hein. Donc, c'est des biothérapies. Donc, ce Safnello, il est disponible par voie intraveineuse et il faut faire des perfusions de 300 mg tous les mois. Donc, ça veut dire qu'il faut là aussi venir en hôpital de jour toutes les 4 semaines pour recevoir ce traitement. Et ce traitement, en fait, il est autorisé en France chez les gens qui ont un lupus modéré à sévère en traitement additionnel. Et là, je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure, le traitement additionnel, on le connaît en France puisque on a le protocole national de diagnostic et de soins et il est défini. Alors, c'est un médicament euh, pour lequel on se posait des questions dans les essais thérapeutiques sur son efficacité dans les formes articulaires. Sur la peau, ça marche très bien, je vais vous montrer des exemples après, dans les formes articulaires, et en fait, dans notre expérience, ça marche bien dans les formes articulaires. Comme je vous l'ai dit précédemment, cette molécule, l'interféron, ben, elle interagit régulièrement avec le système immunitaire via ce récepteur, et elle lui permet notamment de se défendre contre les infections. Ben, donc, si on vient bloquer ce récepteur, on empêche l'interféron d'être efficace contre les infections, et donc, forcément, quand on cible ce récepteur de l'interféron, bah, on augmente les infections virales, et ça a été le cas pendant le Covid. On augmente le risque de zona. Le zona, c'est une infection virale qui est très fréquente au cours du lupus, et même la grippe. En fait, on sait que si on vaccine les gens avant, alors contre le Covid, contre la grippe, ça c'est disponible. Contre le zona, on va bientôt avoir un nouveau vaccin. Bah, si on vaccine les gens avant, on diminue ce sur-risque très probablement d'infection virale, quoi, ou de maladies graves induites par le virus. Alors, ça, c'est juste pour vous montrer, hein, quand on fait un essai, on compare des gens qui vont recevoir ce qu'on appelle le placebo, c'est-à-dire une molécule qui ressemble à la vraie molécule, mais qui n'est pas la vraie molécule et qui n'a aucun effet, et on les compare donc à la molécule. Donc, nous, ni les médecins ni les malades ne savent qui reçoit le traitement. On dit qu'on est en double aveugle, et à la fin, donc là, c'était à 1 an. On regardait l'objectif et voilà la différence entre les deux études. Et souvent, on fait deux études en parallèle sur des grands échantillons de malades. Là, vous voyez le pourcentage de patients. Et donc, ce médicament-là a été efficace et a atteint son critère principal dans une seule des deux études. Il n'en demeure pas moins qu'il a eu l'autorisation de mise sur le marché en France et dans le monde entier et que maintenant il est utilisé, hein. Et il marche bien sur la peau. Il marche bien dans notre expérience sur les atteintes articulaires, mais après le traitement standard, j'insiste, hein. Et puis, pour d'autres types d'atteintes qui sont plus rares, il semble marcher bien aussi sur certains marqueurs biologiques, mais finalement, on ne traite pas pour ça. Et puis, pour l'instant, on n'a pas de données permettant de l'utiliser dans l'atteinte rénale. Donc, c'est surtout les atteintes cutanées, les atteintes articulaires. Alors, je vous montre des exemples, ça vous permet de voir comment on interprète les études. Vous voyez que vous allez suivre des malades, là. Ici, il y a les gens qui ne reçoivent pas le traitement, mais qui reçoivent un placebo. Et ici, vous allez avoir les malades. Et ça, c'est déterminé à la fin. On ne le sait pas, hein, c'est après. Nous, on voit les malades, on ne sait pas ce qu'ils reçoivent. On fait des mesures d'un certain nombre d'échelles qui permettent de savoir si le lupus il est actif ou pas. Et puis après, seulement à la fin, on fait ce qu'on appelle la levée d'aveugle, et là, on compare les deux bras.
Et par exemple, si vous regardez, donc ça c'est le domaine cutané du lupus, et ça c'est une échelle qui permet de mesurer l'atteinte cutanée, ben, vous voyez qu'il y a une différence entre les malades qui ont reçu la nifrolumab et ceux qui ne l'ont pas reçu. Hein, donc il y a plus de malades qui ont été sous Safnelo qui ont amélioré l'atteinte cutanée que chez les malades qui ont été traités par le placebo. Et ça, c'est pareil avec une autre mesure. Dans l'atteinte cutanée, il y a une mesure qui est très utilisée, qui est un score qu'on appelle le CLASI, peu importe, mais sachez simplement que si on utilise le CLASI, qui est un score que les dermatologues ont développé et qui est très utile pour mesurer l'atteinte cutanée dans le lupus, bah vous voyez les deux courbes entre les gens qui ne reçoivent pas le médicament et ceux qui le reçoivent, elles commencent à se séparer ici à peu près. Et donc, on sait que dans l'atteinte cutanée, avec l'anifrolumab, avec le Safnelo, on a une efficacité qui est relativement rapide. Hein, donc, les courbes, elles commencent à se séparer assez tôt, hein, même ici, presque vers 10 semaines à peu près. Et même nous, dans notre expérience, c'est parfois plus tôt. Donc, dans l'atteinte cutanée, ça marche vite et ça marche bien. Je suis revenu en arrière. Ce qui est intéressant, c'est que quand ça marche, ben, on maintient l'efficacité, peu importe. Mais en gros, quand c'est efficace, si on continue à prendre le médicament, mais je vous rappelle qu'il faut venir en hôpital de jour, mais quand même, c'est pour contrôler une atteinte gênante, puisqu'elle était résistante au traitement de première intention, ben, ça marche de façon durable. Et ça marche bien parce que, vous voyez, ça c'est un exemple. Vous allez avoir une amélioration du score de l'atteinte cutanée. Là, c'est ce que la courbe en rose. Pardonnez-moi, vous allez avoir une amélioration du score, c'est ici, la courbe en mauve. Et la courbe l'amélioration, elle est suffisante pour permettre de baisser la corticothérapie, c'est cette courbe-là hachée en rose. Alors que vous allez avoir l'amélioration dans le bras placebo. En fait, on donne un traitement standard, hein, et on rajoute le placebo. Et il n'y a pas vraiment de diminution des corticoïdes. Donc ça, c'est un bon marqueur. C'est-à-dire que l'amélioration de l'atteinte cutanée, elle est suffisante pour permettre de baisser les corticoïdes. C'est ce qu'on appelle l'épargne cortisonique. Alors, quelques exemples sur l'atteinte cutanée. Vous voyez, ça, c'est certains de nos malades qu'on suit avec François Chasset. Bah, vous voyez, ça, c'est le score dont je vous parle. Donc, quelqu'un qui vient et qui a un CLASI à 35, ça, c'est au tout début, hein, vous voyez, avec une atteinte diffuse et rouge, même du cuir chevelu. Et en fait, au 4e mois, cette malade, elle a eu une atteinte qui a blanchi. Hein, donc, l'atteinte inflammatoire qui est très rouge, elle s'est améliorée. Le problème que vous pouvez voir, c'est qu'il reste du blanc, hein, et ça, ça peut être gênant, mais on a certaines situations. Regardez cette patiente, par exemple, hein. Elle avait une atteinte du front qui était très affichante. On sait que dans le lupus, souvent, les atteintes cutanées, elles peuvent être très gênantes dans la vie de tous les jours. Du cuir chevelu aussi. Et vous voyez, à 1 mois, comment il s'est amélioré, quoi, hein. Donc ça, c'est assez spectaculaire. Donc ça, c'est la malade dont je viens de vous parler avant. Et puis là, vous voyez, c'est une patiente qui avait des lésions qui étaient à la fois rouges, donc très inflammatoires, et qui progressivement se sont nettoyées, qui sont plus du tout inflammatoires, qui sont plus rouges. Et donc ça, c'est important parce que pour nous, ça veut dire que l'atteinte, elle est plus active. Le vrai problème, et c'est vrai chez les gens qui ont la peau noire, c'est que dans cette forme de lupus cutané, on a une dépigmentation et malheureusement, quand il y a cette dépigmentation, elle peut être définitive. Mais peut-être que, et en tout cas maintenant, c'est une stratégie qu'on développe de plus en plus, si on traite les gens de manière beaucoup plus précoce, quand ils ont cette forme de lupus, on peut éviter à la peau de se dépigmenter et on peut traiter l'inflammation comme ici, vous voyez, et avoir une amélioration spectaculaire. Sur l'atteinte articulaire, en fait, vous voyez, ça c'était dans les études. Donc vous voyez que la différence entre les deux courbes, elle apparaît plus tardivement, hein, voire peu, elle est moins nette ici. Donc c'est vrai que nous, on se demandait si ça allait être très efficace dans les atteintes articulaires. Et en fait, on a été positivement surpris. Les malades qui avaient des atteintes cutanées avec des atteintes articulaires, quand on les a traités, on a amélioré la peau et on a amélioré souvent les atteintes articulaires. Mais je vous rappelle qu'il faut venir à l'hôpital, donc il faut recevoir le traitement pendant
longtemps, au moins toutes les 4 semaines, et qu'il faut avoir été vacciné avant pour être sûr de ne pas faire des infections sévères. Ça, c'est pour vous montrer aussi comment on analyse les données, hein. Ben, en gros, on regarde tous les malades qui ont été inclus dans les essais. D'un côté, il y a ceux qui n'ont pas reçu le médicament, le bras placebo, et de l'autre, il y a ceux qui ont reçu le médicament, et on compare les infections. Et ce que vous voyez, si vous regardez toujours les chiffres entre parenthèses, c'est par exemple, il y a plus de bronchites quand on est sous anifrolumab. Les bronchites, elles sont souvent d'origine virale. Donc ça rejoint ce que je vous disais, et que ça favorise les infections virales, et c'est normal, l'interféron, ça sert à ça. Et vous voyez la différence, hein, il y a herpès zoster en anglais, ça veut dire zona. Ben, il y avait plus de zona dans le bras recevant l'anifrolumab que chez les malades qui ne le recevaient pas. Bon, retenez quand même que le chiffre, il n'est pas énorme, hein, puisqu'il y a 1% et versus 6%. Les chiffres, ils varient en fonction des études, quoi. Alors, ces deux molécules que je viens de vous présenter, maintenant, elles sont positionnées dans le traitement du lupus. Alors, vous aurez le positionnement dans ce qu'on appelle le protocole national de diagnostic et de soins. Mais ça, c'est les recommandations européennes. Donc en France, on n'est pas complètement au même niveau, mais en gros, vous voyez que ces deux nouvelles molécules, elles ont eu des démonstrations de leur efficacité très solides, très fortes, que n'ont pas les anciennes molécules comme les immunosuppresseurs classiques que je vous ai présentés, le méthotrexate, l'azatioprine, l'Immurel ou le Cellcept, le MMF. Donc, les experts européens, ils ont dit, bah, finalement, on peut proposer ce traitement au même niveau, ces traitements-là, on peut les proposer au même niveau que les immunosuppresseurs standards, parce que d'un côté, on a une démonstration très claire, et de l'autre, on n'a pas encore. Alors, c'est des molécules qui coûtent beaucoup plus cher que les immunosuppresseurs classiques, qui justifie pour la nifrolumab d'être hospitalisé et pour le belimumab par voie intraveineuse d'être hospitalisé. La sous voie sous-cutanée, c'est pas la peine, hormis les 2 premières injections. Alors, hospitalisé, c'est hôpital de jour. Vous voyez que le positionnement, maintenant, c'est de les mettre de plus en plus tôt. On commence par l'hydroxychloroquine, donc le plaquenil, et puis on rajoute éventuellement les corticoïdes. Mais vous savez qu'actuellement, on essaye d'éviter de démarrer les corticoïdes. Et donc, tout de suite après, on arrive soit aux immunosuppresseurs, soit aux biothérapies dont je viens de vous parler, le belimumab et l'anifrolumab. Donc, on vit un peu une révolution dans le domaine du lupus avec des nouvelles molécules qui sont efficaces et qui sont de plus en plus intéressantes et qu'on peut positionner donc parfois assez tôt dans la prise en charge du lupus. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, parce que là, je vais vous parler juste pour vous informer, parce que je crois que c'est intéressant, et puis surtout parce que c'est porteur d'espoir. Dans le lupus, un message négatif, c'est qu'on ne guérit pas du lupus. Alors, la guérison, attention, en médecine, c'est j'ai une maladie, je reçois un traitement, le traitement permet de contrôler la maladie, j'arrête le traitement, et je n'ai plus la maladie. Et ça existe surtout dans les maladies infectieuses. J'ai une angine bactérienne, je prends des antibiotiques, j'ai plus l'angine bactérienne, j'arrête les antibiotiques, je ne rechute pas. En médecine, on a très souvent ce qu'on appelle des maladies chroniques, c'est-à-dire des maladies qui vont être contrôlées par le traitement, ça c'est important, mais qui justifient de garder un certain niveau de traitement pour pas rechuter. Et les gens qui nous connaissent savent que l'objectif dans le lupus, c'est d'empêcher la maladie d'être active au moment où on vous voit, et puis aussi à distance pendant très longtemps, parce que si on arrête le traitement, on risque de rechuter et de refaire une poussée qui elle-même va justifier de donner des traitements plus importants. D'accord? Donc, il n'y a pas de guérison stricto sensu dans le lupus, mais il y a un contrôle de la maladie et un contrôle durable, c'est ce qu'on appelle la rémission. C'est-à-dire on peut contrôler la maladie avec un traitement plus ou moins important. Donc ça, c'est pour bien fixer les idées. Et en fait, c'est valable avec toutes les maladies auto-immunes. C'est-à-dire schématiquement, si vous avez un diabète, maladie auto-immune, ben, si vous arrêtez l'insuline, vous allez rechuter tout de suite, quoi. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est propre au lupus, c'est d'ailleurs pas propre aux maladies auto-immunes. Si vous avez une hypertension artérielle,
Vous allez prendre des médicaments pour contrôler la tension et vous allez les garder toute votre vie. Si vous arrêtez, la tension, elle remonte, elle rechute. Donc, on est dans une problématique plutôt générale. Et en fait, vous savez qu'il y a une situation où il faut tuer la maladie, c'est le cancer. Et il faut la tuer, il ne faut pas qu'elle revienne. Et, et notre système immunitaire, vous inquiétez pas, la diapo, elle est compliquée, mais je vais vous l'expliquer. Notre système immunitaire, quand il y a un cancer qui apparaît, notre système immunitaire, nos globules blancs, ils remarquent à la surface de ce cancer certaines choses qu'il n'y a pas beaucoup dans les autres cellules de l'organisme, et ils développent une réponse contre ces cellules cancéreuses en ciblant cette anomalie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous savez que les cellules cancéreuses, elles viennent de nos propres cellules. Donc, parfois, et notamment dans les cancers du sang, ben, c'est des cellules normales qui sont devenues anormales, mais qui gardent des marqueurs des cellules normales. En gros, certains globules blancs vont se mettre à proliférer, c'est ce qu'on appelle les lymphomes, et ces globules blancs, ils vont garder la caractéristique des globules blancs normaux. Ils vont notamment avoir à leur surface, comme un panneau de signalisation, un antigène, ça s'appelle un antigène, qui est un marqueur des globules blancs de cette catégorie. Et donc, dans le cancer, bah, il y a des gens, et c'est d'ailleurs un Français qui est parti après au Canada, qui s'est dit il y a très longtemps, bah, finalement, peut-être qu'on peut prendre les propres cellules du malade, lui, les transformer pour qu'elles viennent tuer les cellules du patient qui exprime ce panneau de signalisation à la surface. D'accord? Donc, il a pris les cellules et il a fini par construire quelque chose qu'on appelle chimérique. Une chimère, c'est quelque chose qui est construit au laboratoire, qui n'existe pas dans le sang, et c'est un mélange entre plusieurs composés qu'on a dans le sang. Et donc, notre système immunitaire, il est capable de cibler le cancer, mais souvent, il ne le cible pas assez fort. Et donc, on prend les propres cellules du malade, on leur injecte cet antigène un peu particulier qui va venir reconnaître le panneau de signalisation à la surface des cellules cancéreuses. Et comme on les a prises et qu'on les a augmentées au laboratoire, quand on les réinjecte, elles viennent et on a une grande quantité de globules blancs qui viennent tuer les cellules cancéreuses qui expriment cet antigène. D'accord? Et finalement, tout à l'heure, je vous ai dit que les globules blancs qu'on a dans le lupus qui fabriquent les auto-anticorps, ben, c'est des globules blancs comme ceux qu'on a dans les lymphomes. C'est des lymphocytes B. Quand on a un lymphome B, ben, c'est des lymphocytes B qui prolifèrent trop. D'où l'idée d'utiliser ces lymphocytes modifiés, ce qu'on appelle des CAR T-cells. Alors CAR, ça veut dire Chimeric Antigen Receptor T-cells. Donc, c'est les globules blancs. Là, ce n'est pas des lymphocytes B, mais des lymphocytes T. Donc, c'est des lymphocytes qui sont capables de tuer des cellules. Et on va faire en sorte qu'elles soient capables de tuer les globules blancs du malade. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut prendre les cellules du malade, on les prend, on les transforme au laboratoire et on les réinjecte au malade. Donc, il n'y a pas de problème de rejet. Et donc, en faisant ça, on va pouvoir tuer tous les globules blancs du malade et notamment ceux qui sont responsables de la production des anticorps pathogènes. J'espère que vous suivez. Donc, on prend les globules blancs, on les transforme en carticelles, on les réinjecte. Ça se fait dans un service d'hématologie. Et ce qui est très intéressant, c'est que il y a eu cette tentative, donc, et maintenant il y a eu une dizaine de cas qui ont été publiés dans le monde entier. Hein. Donc, c'est une nouvelle approche de traitement des maladies auto-immunes. Et en fait, les premiers malades, c'est des malades qui sont des malades chez qui on n'arrivait pas à contrôler la maladie, malgré des traitements successifs. Vous vous souvenez de la diapositive, je vous ai montré les traitements première, deuxième, troisième intention. Ben là, ils étaient quatrième, cinquième intention. Et donc, en fait, ces patients-là, ils ont été traités
comme on traite les malades qui ont le cancer, en utilisant donc leurs propres globules blancs, en les injectant. Et en fait, on a vu un effet qui est un effet très, très, très spectaculaire. Là, c'est juste pour vous montrer, par exemple, le patient numéro un, il a 22 ans, c'est une femme, il avait une maladie depuis 4 ans, il avait un score élevé de l'activité de la maladie, il avait une atteinte cutanée, une atteinte du rein, une atteinte des poumons, une atteinte du cœur. D'accord? Bah, vous voyez la suite, les autres, donc c'est tous des malades qui étaient des malades relativement graves. Et ce qu'on sait, c'est par exemple, bah, celui-là, il a reçu de l'endoxan, du rituximab, du Benlysta, un autre médicament qu'on appelle le tacrolimus. Donc, c'est ce qu'on appelle des malades vraiment très, très réfractaires. Donc, malgré tout ça, leur maladie, elle reste active. Celui-là, il a même reçu du Cellcept en plus, etc. Donc, malgré ça, en fait, c'est des malades qui étaient très, très actifs. Et ce que vous voyez là sur cette diapositive, ce que je vous entoure avec ma flèche, voilà, ça c'est le patient numéro un. Au début, c'était l'activité de la maladie, elle était à 16. À 3 mois, l'activité, elle était à 0. Patient numéro 2, bah, elle était à peu près à un ou 2. Patient numéro 3, 0, etc. Et donc là, on a vu pour la première fois une amélioration donc spectaculaire chez des gens difficiles à traiter, hein. Des gens qui avaient donc des lignes thérapeutiques et qui, malgré ça, avaient des maladies qui progressaient, surtout des patients qui avaient une atteinte rénale. La preuve, ils avaient une protéinurie. Vous voyez, la protéinurie à 3 mois, elle s'écrasait complètement. Les marqueurs d'activité du lupus, c'était des marqueurs donc, qui se sont améliorés pour le C3, les anti-ADN, les anticorps se sont effondrés. La fatigue, qui est quand même une plainte très fréquente chez nos malades, bah, elle s'est améliorée. Donc on a été ébloui par ces résultats. Et ce qui est le plus important, c'est ce que vous voyez ici, hein. Donc tous les malades ont été en rémission, ils ont arrêté les traitements. Donc, on se retrouve dans une situation où, pour la première fois, bon, maintenant je suis un peu vieux, ben, pour la première fois, on commence à parler de guérir le lupus. Alors, guérir le lupus, attention, il faut qu'on ait suffisamment de recul. Mais maintenant, on a un recul de plus d'un an chez beaucoup de patients et chez qui, en fait, il n'y a pas eu de rechute pour l'instant. Mais même si c'est un an, 2 ans, vous imaginez ce que ça représente. C'est on va pouvoir contrôler chez ces patients des maladies graves. C'est pas fait pour tous les malades, hein, bien évidemment avec cette stratégie thérapeutique et ils n'auront plus les traitements. Alors nous, on est impliqués dans l'essai et on a traité maintenant 5 patients avec ça et ben, on est très très intéressés parce qu'on a l'impression que ça marche. Donc on attend les résultats complets de l'étude, mais on va... Donc c'est juste, vous voyez, pour la première fois, pour vous donner une perspective. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est une démarche qui vient du cancer hématologique. Mais finalement, les globules blancs qui se transforment en lymphome, qui donnent le cancer hémato, et les globules blancs qui produisent les anticorps, bah, ils ont la même origine. Donc si on les tue, bah, on les tue de la même façon. Mais pour la première fois, on commence à approcher une situation qui est proche de la guérison au cours du lupus. Alors ça peut être une guérison sur 2 ans, 3 ans. Mais bon, vous imaginez bien que si on contrôle la maladie pendant 3 ans et que les gens en plus ne prennent aucun traitement pendant 3 ans, ça va être quelque chose. Ah, attention! Pas la peine de nous écrire pour nous demander quand est-ce que hein, ça se fait encore dans des cadres de protocole. Donc nous, on est impliqués dans les protocoles actuellement. Et puis, bien évidemment, c'est un médicament, c'est des traitements qui justifient de faire des prélèvements, d'amplifier au laboratoire, de reprendre les gens en hématologie, de leur injecter le traitement. Donc tout ça, ça prend du temps. Et pendant ce temps-là, il faut être pendant 15 jours, 3 semaines à l'hôpital. Attention, hein, donc ça ne se fait pas comme ça sur le coin d'une table, hein. Mais c'est juste pour vous donner une lueur d'espoir parce que, voilà, moi, c'est la première fois que je vois ça. Attention, c'est de la recherche. Donc, comme toutes les situations de recherche, il faut attendre que ce soit confirmé sur une longue échelle. Mais ça suscite un engouement extrêmement important dans les maladies auto-immunes, hein, vraiment, les gens commencent à se dire, bah là, on a un moyen peut-être de casser complètement le système immunitaire qui fonctionne trop dans le lupus, de le remettre à zéro et peut-être voilà, d'avoir des gens qui vont recevoir ça. Il faut qu'ils aient c'est toujours une balance bénéfice-risque, hein, bien évidemment.
Il faut qu'ils aient des formes sévères et de voir si on ne peut pas mettre donc la rémission sans traitement pendant très très longtemps. Voilà, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas, hein, c'est un peu ardu, mais je crois que c'est important qu'on vous parle des choses nouvelles aussi, hein. Donc là, on va passer à la partie des questions. Donc, je vais laisser la parole à Micheline. Mais j'ai repris un petit peu les questions du chat. On va commencer par les questions pendant le belimumab, donc la présentation du belimumab. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Donc, ça a déjà été apporté hein, ensuite. Donc, normalement, il y a eu voilà, pas mal de réponses sur les effets indésirables liés donc au belimumab. Et une question intéressante, avez-vous des cas où le lupus développe, enfin, où il y a des anticorps contre le Benlysta qui se développent, par exemple, comme les anticorps contre le rituximab? Est-ce qu'il y a des anticorps? Est-ce que le patient développe des anticorps qui bloquent l'action du belimumab, c'est ça? Oui, C'est ça? oui. Alors, avec les biothérapies, les anticorps monoclonaux, comme c'est quelque chose de nouveau que vous mettez dans le sang du malade, il y a un risque toujours d'immunisation, c'est-à-dire de produire des anticorps qui vont être produits contre l'anticorps que vous injectez. Sachez seulement qu'au cours du lupus, c'est très rare pour deux raisons. La première, c'est que souvent, les gens à qui on donne les biothérapies, c'est des gens qui ont d'autres traitements en plus qui diminuent la réactivité du système immunitaire. Et aussi parce que les deux molécules dont je viens de vous parler, c'est ce qu'on appelle des anticorps humains. Donc en gros, ça vient de patients. Donc ils sont très 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 proches des molécules qu'on a nous dans notre propre sang. Et donc on s'immunise beaucoup moins. Donc la production d'anticorps anti-belimumab ou anifrolumab, elle est en théorie possible, elle est de toute façon marginale. Alors ensuite, quelqu'un pose la question. Donc, on considère que le Benlysta est efficace dès lors qu'il n'y a plus de symptômes, douleur articulaire et fatigue. Si oui, à ce moment-là, est-ce qu'il y a un arrêt d'autres traitements? Par exemple, méthotrexate, cortisone et plaquenil. Alors, ça c'est une très bonne question. La première chose, c'est que dans le positionnement des biothérapies, donc en France, je vous ai dit, il y a on les donne chez les gens qui ont échoué, qui restent actifs malgré le traitement standard. Et en France, le traitement standard, ça reste l'hydroxychloroquine d'abord. Derrière, les immunosuppresseurs, on discute pour les corticoïdes. Les corticoïdes, ça marche pas très bien sur la peau, ça marche bien sur les articulations, mais quand on les démarre, on a du mal à les arrêter. Donc schématiquement, c'est hydroxychloroquine plus ou moins corticoïde et un immunosuppresseur, plutôt le méthotrexate. Et là, on rajoute la biothérapie si la maladie, elle reste active. Si la maladie, elle reste, si on traite avec la biothérapie, le Benlysta ou le Safnelo, on va contrôler la maladie, ben, on va les maintenir, ces traitements-là, parce que c'est les derniers médicaments qu'on a ajoutés qui ont permis de contrôler la maladie. Donc, il n'y a pas de raison de les arrêter avant les autres. Et à ce moment-là, ben, après, ça dépend de la tolérance des autres médicaments. S'il y a des doses de corticoïdes élevées, on va les baisser. Le plaquenil, vous savez qu'on le donne pendant très longtemps, mais à condition de faire une surveillance ophtalmologique. Et le méthotrexate, bah, on peut essayer de baisser les doses parce que souvent, il n'est pas super bien toléré sur le plan digestif. Mais vous voyez, on fait en sens inverse. On va essayer de conserver le dernier médicament qui a permis de contrôler la maladie. Et puis après, il y a la vie. C'est-à-dire qu'une jeune femme qui va nous dire qu'elle a envie de planifier une grossesse maintenant que son lupus est contrôlé, ben, on ne peut pas utiliser les anticorps monoclonaux pendant la grossesse, on ne peut pas utiliser le méthotrexate, on ne peut pas utiliser le Cellcept. Donc, si on contrôle la maladie, on va essayer, pour permettre la grossesse, d'arrêter les médicaments qui sont contre-indiqués en cas de grossesse. Alors, juste, je reviens sur la réflexion concernant les anticorps contre, parce que je la lis là, la patiente de la personne qui a posé la question, la femme, pardon,
avait développé des anticorps contre le rituximab. Oui, avec le rituximab, c'est un anticorps qui est un peu éloigné, le rituximab, des anticorps humains. C'est ce qu'on appelle un anticorps chimérique. Donc, c'est pas... donc, on a des anticorps contre le rituximab. Et les anticorps contre le Benlysta ou contre l'anifrolumab, ils sont beaucoup moins fréquents que contre le rituximab. Après, donc, il y a une patiente qui demande si le fait de faire des poussées pas trop graves avec son traitement actuel, est-ce que le Benlysta, du coup, pourrait être nécessaire pour moi? Ben, si vous faites des poussées, alors je ne sais pas ce que c'est poussées pas trop grave, je dis ça parce que, attention, dans le lupus, on ne sait jamais quelle va être la gravité d'une poussée à venir. Quand elle est là, on peut regarder, hein, bien évidemment. Donc, globalement, on aime bien que la maladie, elle soit calme et elle soit calme pendant une longue période. Bah, si vous faites des poussées malgré le traitement, et si c'est le traitement bien conduit, bah, il faut vous rajouter une molécule. Et maintenant, on rajoute les molécules, les biothérapies, donc soit le Benlysta, soit l'anifrolumab en fonction du type d'atteinte que vous avez, quoi. Donc, il y a une question un peu plus générale. J'ai fait une néphropathie, j'ai fait une néphropathie, oui. Mon traitement, donc, Cellcept plaquenil cortencil, est-ce qu'on peut supprimer le Cellcept? Répète, pardon. J'ai fait une néphropathie, mon traitement actuel, donc, Cellcept plaquenil et cortencil, peut-on supprimer le Cellcept? Alors, c'est compliqué de répondre aux questions quand on n'a pas tous les détails, hein, ça, je le précise à chaque fois. Mais schématiquement, notamment quand on a une atteinte rénale, on aime bien que la maladie et que les marqueurs d'activité du rein, ils soient vraiment calmes, calmes, calmes pendant très longtemps et en général au moins 2 ans, 3 ans. Donc on essaye de baisser d'abord les corticoïdes, d'arriver à 5 milligrammes ou en dessous, ça dépend des équipes. On garde le plaquenil et on maintient l'immunosuppresseur, en l'occurrence souvent le Cellcept. Euh, Après, encore une fois qu'on a atteint ça depuis assez longtemps, bah, le Cellcept, on ne peut pas le prendre pendant la grossesse. Donc, si on vous dit si la patiente vous dit que j'aimerais bien planifier que les marqueurs d'atteinte rénale sont complètement à zéro et qu'il n'y a pas de risque de rechute pendant la grossesse, on peut essayer de diminuer d'abord. Donc, souvent, le Cellcept, il est donné à 1 gramme le matin, 1 gramme le soir, donc 2 grammes par jour. On va y passer à 500 milligrammes matin et soir, donc 1 gramme par jour. Et puis après, on va l'arrêter. On va vérifier pendant 3 mois, par exemple, qu'il n'y a pas de rechute. Et puis après, on va dire, on va planifier. Le Cellcept, il est donné dans la transplantation aussi, notamment du rein. Donc on sait que sur le long terme, la tolérance est relativement bonne du Cellcept, hein. Donc si on a une néphropathie, oui, on peut essayer d'arrêter le Cellcept. Ce que je veux essayer de transmettre comme message, c'est que l'objectif numéro un, c'est vraiment que la maladie, elle reste calme et qu'elle ne rechute pas. Donc quelqu'un, par exemple, qui a fait 2, 3 poussées rénales, et ça existe, bah, l'objectif, c'est vraiment qu'il ne rechute pas, parce qu'à chaque fois, le rein, il est malade un petit peu, donc on rajoute au fur et à mesure. Donc tout ça, ça veut dire que bah, ça va dépendre, il faut individualiser les choses. Donc moi, je ne peux pas vous répondre comme ça, mais oui, on peut essayer d'arrêter le CELCEP, bien sûr. Et puis après, on va essayer de moduler ça en fonction du risque lié à la rechute, quoi. Ensuite, une question qui a été posée pendant la présentation des résultats TULIP 1 et TULIP 2, donc essais cliniques qui évaluaient la lifrolumab. Est-ce qu'à la fin des études auxquelles on participe, vous dites aux patients s'ils ont eu le placebo ou le médicament? Alors, c'est une très bonne question. Vous savez que vous avez entendu parler de l'effet placebo, c'est-à-dire le fait d'être pris en charge, de recevoir un médicament, ben, notre organisme il réagit positivement à ça. Donc, quand on fait une étude, on est obligé de vérifier que l'effet qu'on observe avec la molécule, c'est pas simplement l'effet qu'on observerait parce qu'on a donné quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on compare toujours le médicament à un bras placebo. Alors, attention, le bras placebo, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien, hein. On a le traitement standard plus un faux médicament, plus le faux médicament qui est exactement pareil. Donc, le médecin et le malade, on ne sait pas ce que les malades reçoivent et les patients non plus. Parce que comme ça, on ne peut pas influencer la mesure de cet effet-là. Une fois que tous les malades qui ont été mis dans l'étude ont été évalués complètement à la fin, on a ce qu'on appelle la levée d'aveugle. Hein, je vous dis, nous, on est en double aveugle. Double aveugle, ça veut dire que ni le malade, ni le médecin, donc on est deux,
ne savent ce qu'a reçu le malade. Et puis après, à la fin de l'essai, pas au moment où vous arrêtez le traitement, hein, c'est quand tout le monde a arrêté le traitement, on fait la levée d'aveugle. Et là, les centres reçoivent et on sait qui a reçu quoi. Et souvent, on essaye d'informer les patients en leur disant que vous avez reçu ça. Et souvent, ça se fait dans le cadre d'une consultation. Après, il y a un délai important vraiment entre, parce que c'est des études mondiales, hein. Donc, la dernière fois où on a vu le dernier malade dans tel pays, ça se fait parfois 1, 2 ans après. Et donc, on a la réponse, le retour, la levée d'aveugle, 1, 2 ans après. Donc, on essaye de le dire aux patients. Alors, une autre question concernant les biothérapies. Est-ce que ces traitements sont plus efficaces que le plaquenil? Est-ce qu'ils sont plus efficaces que le plaquenil, les biothérapies? Oui. Euh, c'est impossible de répondre à cette question parce qu'il n'y a pas eu d'études comparant les deux. Dans tous ces essais, ce qu'on a fait, c'est on a rajouté ces médicaments-là au plaquenil parce que, je répète, le plaquenil, ça se prend par la bouche, ça coûte vraiment pas cher, on sait que ça marche sur la peau et les articulations, donc c'est vraiment le traitement de première intention. Donc on ne sait pas si c'est plus efficace que le plaquenil et très honnêtement, ce n'est pas une question qu'on va se poser. C'est-à-dire que on ne va pas donner les biothérapies à quelqu'un qui n'a pas au moins reçu du plaquenil. C'est-à-dire que si j'ai une atteinte cutanée ou une atteinte articulaire, la première étape qui peut tout à fait être efficace, c'est vraiment de prendre le plaquenil, quoi. Donc, je ne peux pas répondre à cette question et je pense que c'est une question qu'on ne se posera pas. Est-ce que ça peut être intéressant, ces nouveaux traitements, dans une forme pulmonaire lupus? Alors, les atteintes pulmonaires dans le lupus, elles sont très très rares. Je parle de l'intérieur du poumon, pas autour, hein. Je ne parle pas de la pleurésie. Dans les atteintes pleurales, bah, il n'y a rien qui marche mieux que les corticoïdes. Dans les atteintes pulmonaires, donc l'intérieur du poumon, ça pourra être efficace, mais on n'a pas de données très solides là-dessus parce qu'il y a très peu de malades. Donc, quand on a fait les études, on avait très peu de malades qui avaient des atteintes pulmonaires, donc on ne peut pas savoir chez eux, quoi. Ensuite, donc, concernant les carticelles, avec le traitement par carticelle, y aurait-il un arrêt des corticoïdes et du plaquenil? Oui, 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 oui. Nous, dans l'essai où on a mis nos malades, l'objectif, c'est les patients, ils doivent être à 10 milligrammes de cortencil au maximum, et après, au bout d'un certain temps, si ils répondent bien, on peut essayer de les baisser, voire de les arrêter. Le plaquenil, honnêtement, s'il n'y a pas d'effet indésirable qu'on surveille avec les examens ophtalmologiques, on ne se bat pas pour les arrêter, mais on a une de nos patientes, par exemple, qui a arrêté de le prendre dans l'essai. Mais quand on dit on n'a pas de traitement, c'est vraiment, on essaye de ne pas donner de corticoïdes à dose forte ou au-dessus de 5 milligrammes. Les malades n'ont plus d'immunosuppresseurs, etc. Donc c'est vraiment, et on a certains malades chez qui il n'y a pas de plaquenil et pas de corticoïdes, quoi. Alors, quelqu'un dit, le carticelle, c'est une nouvelle très encourageante pour l'avenir. Et est-ce que ça pourrait marcher pour le syndrome des antiphospholipides? Pareil pour les biothérapies. Alors, c'est une très bonne question. La vraie difficulté dans le syndrome des antiphospholipides, c'est de savoir si, ce que vous avez bien compris, c'est que moi, avec les carticelles, ce qu'on tue, c'est les globules blancs qui fabriquent les anticorps. Et ces anticorps, on sait qu'ils sont pathogènes, qu'ils sont dangereux, qu'ils induisent des lésions dans les tissus. Dans le syndrome des anticorps antiphospholipides, même si les malades ont des anticorps dans le sang, le fait qu'ils soient responsables des caillots, c'est pas absolument certain chez tout le monde, chez tous les malades. Donc, si vous tuez les globules blancs qui fabriquent ces anticorps, de façon théorique, on peut imaginer que en ayant fait disparaître ces anticorps, on va améliorer. Mais comme l'association entre ces anticorps et le risque de caillot, elle est d'abord statistique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un lien de causalité, c'est pas si je prends des anticorps antiphospholipides que je les injecte à un animal, tout seul, ils n'induisent pas de caillot. Pendant la grossesse, la femme, elle a des anticorps qui traversent la barrière placentaire, qui va chez le fœtus, ça induit pas de caillot.
Donc, ce qu'on appelle la pathogénicité, c'est-à-dire la responsabilité des anticorps dans l'apparition des symptômes, elle n'est pas absolument formelle dans le sang des antiphospholipides. Donc oui, on est en train de regarder si les antiphospholipides ils diminuent chez nos malades, puisqu'il y en a un certain nombre qui ont des antiphospholipides dans le lupus. Après, l'étape d'après, c'est de dire, je vais essayer de faire disparaître les anticorps en tuant les cellules qui fabriquent ces anticorps et en espérant que ça fasse disparaître les risques de caillots. Le vrai problème, c'est que on a des traitements très simples pour éviter les caillots, c'est les anticoagulants. Alors c'est embêtant pour les malades, mais le risque à long terme par rapport à corticoïdes, immunosuppresseurs, c'est pas la même chose, quoi. Voilà pour les questions. Je retourne voir dans le chat, mais J'ai pas entendu, Micheline. je crois que c'est tout. Alors, je regarde juste. Effectivement, il y a eu d'autres questions. Donc, d'accord pour l'atteinte pulmonaire interstitielle. Donc voilà, c'était Attends, effectivement. parce que moi je vois d'autres questions, je peux essayer d'y Alors, répondre si tu veux. oui, oui, c'est en train. Je pense que c'est les commentaires suite aux réponses qu'on a faites. Oui, D'accord. Oui, la question, c'est pour les carticelles, par exemple, oui. vraiment, il faut, il faut avoir un lupus actif et sévère aussi. Il faut avoir un organe important comme le rein, par exemple, et il doit être touché et il ne doit pas bien répondre au traitement habituel, quoi. Donc oui, il y a une question. Pourquoi ne pas proposer ce traitement par Carticel à tous les patients lupiques sans passer par les traitements corticoïdes, plaquenil, MMF, puisqu'ils donnent de très bons résultats, voire un arrêt des traitements et donc serait plus Non, efficace. ça c'est beaucoup trop tôt. La première chose, c'est de confirmer l'impression qu'on a eue sur un nombre de malades qui maintenant est correct, mais pas suffisant pour dire ça marche chez tous les types de lupus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est pas une procédure qu'on fait comme ça, hein. C'est-à-dire, on doit hospitaliser les gens en chambre stérile en hémato, on doit leur donner des médicaments pour tuer leurs propres globules blancs, injecter à ce moment-là les carticelles. Donc nous, on travaille très bien avec nos collègues d'hématologie ici. Donc les patients sont mis en hématologie, puis après, ils passent en médecine interne, et donc il faut rester à l'hôpital pendant 14 jours, 15 jours, et puis après, on doit surveiller les gens pendant. Donc attention, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Moi, je vous en ai parlé parce que c'est la première fois, et ça c'est important, on commence à toucher la guérison du lupus, mais il est trop tôt pour dire on va le donner à tout le monde en première intention, etc. Non, pour l'instant, c'est que dans les essais thérapeutiques, mais sachez que ça suscite énormément d'intérêt et d'engouement. Effectivement, il y a une question. Combien de temps de traitement le Carticel a-t-il, enfin, combien de fois a-t-il administré ou comment ça s'est passé en fait? Combien de fois quoi? Les Carticels sont-elles administrés? Ben, ils sont administrés une seule fois. C'est-à-dire qu'on les prend, on prélève d'abord les propres cellules du malade, elles partent dans un laboratoire qui les transforme en carticelles. Les gens, une fois que ça c'est prêt, on hospitalise les gens en hématologie, on leur donne des médicaments pour que la moelle qui produit les globules blancs elle soit le plus bas possible. Après, on injecte les carticelles en une fois. Et après, on attend que les carticelles fassent leur travail et on surveille les malades, quoi. Oui, pour l'instant, il n'y a pas eu de retraitement en fait dans les études. Alors, ça s'est fait en cancérologie, hein. Il y a eu quelques malades qui ont rechuté, on leur a reproposé après. Peut-être, c'est une très bonne remarque, c'est-à-dire que peut-être que, comme je viens de vous le dire, euh, une des grandes inconnues, c'est combien de temps les gens vont être tranquilles quand ils sont rentrés en guérison. Ben, si un malade rechute, ben, peut-être qu'on pourra lui refaire des carticelles, quoi. Il y a une question aussi, quel laboratoire fabrique, enfin, prépare les Carticels? Il y en a plusieurs. Honnêtement, ça n'a aucun intérêt. C'est pas la peine de vous adresser au laboratoire. Les médicaments, enfin les médicaments, ce type de médicaments, c'est les centres euh, qui recrutent pour des essais et les carticelles, bah, ils sont produits. Alors nous, on est dans un protocole, c'est fait aux États-Unis.
Il y a des équipes en Allemagne, en Espagne qui commencent à essayer d'en produire. Mais tout ça, ça se fait dans un cadre protocolaire, hein. Ne vous dites pas, pardon, hein, je veux pas doucher votre enthousiasme, hein, mais l'objectif, c'est pas que vous repartiez de la réunion en vous disant je vais essayer d'avoir carte Ticelle comme ça, je vais me débarrasser de la maladie définitivement. Toutes ces choses-là, il faut toujours se dire, bah, finalement, peut-être qu'avec du Plaquenil pendant toute ma vie, je vais être tranquille, enfin, toute ma vie, une grande partie de ma vie, je vais pas faire pousser, etc. Donc, c'est quand même moins gênant que de passer un mois, 15 jours en hémato, d'avoir un, etc. Non, c'est réservé à des gens qui ont des formes sévères, résistantes au traitement, etc., quoi, hein. Oui, en fait, c'est très difficile à fabriquer pour l'instant, les carticelles. Ça se fabrique pas n'importe où, en fait, hein. C'est Non, pas... non, c'est des laboratoires, oui, 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 oui. Puis ça coûte, ah bon, je suis toujours embêté de parler de ça avec les patients, mais ça coûte très cher. C'est-à-dire que dans le développement d'un médicament, Oui, euh, bah, à un moment donné, la disponibilité, on a de la chance en France, hein, enfin, la prise en charge, elle est remboursée, mais ça coûte très très cher, quoi. Il y a effectivement des questions. Est-ce que les essais cliniques sont communiqués aux autres hôpitaux lorsqu'on est soigné ailleurs, par exemple, que dans un centre comme la Pitié? Les quoi, les? Les essais cliniques, les éventuelles études sur les nouvelles molécules. Ben, on en parle, mais pour avoir ça, il faut venir dans les centres qui ont été sélectionnés par le laboratoire qui développe le produit, hein. Vous ne pouvez pas aller dans un service et dire, moi, je voudrais des carticelles. Non, non, ça se fait dans des centres qui ont été sélectionnés, c'est compliqué. Nous, par exemple, il faut travailler en étroite collaboration avec l'hématologie, ce qu'on fait ici depuis très longtemps, c'est comme ça, hein. Donc, Pour c'est donc l'instant, comme dans tous les essais, quand vous faites un essai thérapeutique, il y a des centres qui sont choisis aussi parce qu'ils sont capables de proposer le traitement à un nombre de patients, qui savent qu'ils ont assez de patients qui suivent pour leur proposer des traitements, mais c'est pas un truc qui se fait une fois dans un coin, hein. faut-il des vaccins avant ce type de traitement? Alors, c'est avant les carticelles ou avant les Oui, je pense que biothérapies? c'est avant les carticelles. Bon, je vais répondre pour les deux. Avant les carticelles, de toute façon, quand vous avez un lupus, il faut vous vacciner contre la grippe, le Covid, bientôt le zonage, je pense. On aura bientôt la disponibilité euh, du vaccin anti-zonage chez les patients immunodéprimés, le pneumocoque, etc. Donc avant les carticelles, on ne nous a pas demandé que les gens soient particulièrement vaccinés. En revanche, avant l'anifrolumab, qui interfère avec l'interféron et donc le risque viral, nous, on insiste pour que les gens soient vaccinés. Avant le belimumab, c'est pas absolument nécessaire. Il y a encore des questions sur les carticelles. Y a-t-il des effets secondaires assez marquants? Ben, alors, faut distinguer ce qu'on a observé chez les malades qui ont un cancer et dans les maladies auto-immunes. Dans les maladies auto-immunes, enfin, pardon, dans le cancer, quand vous injectez les carticelles, ils viennent en grande quantité, ils vont tuer tout le cancer. Donc à ce moment-là, en tuant ces cellules cancéreuses qui sont parfois en grande quantité, ils vont entraîner le largage dans le sang d'un certain nombre de choses qu'il y a dans ces globules blancs. Et ça peut donner de la fièvre, des réactions, etc. Dans les maladies auto-immunes, on est plutôt optimiste parce qu'on trouve que les effets indésirables, ils sont pas très importants. Probablement parce que le nombre de globules blancs qui sont tués par les carticelles est beaucoup plus limité que dans les lymphomes. Mais il y a des effets indésirables possibles. Il peut y avoir de la fièvre, il peut y avoir des infections favorisées par le fait d'avoir d'avoir eu la moelle qui fabrique les globules blancs mis à zéro, etc. Mais par rapport à ce qu'on a les cancers, ça n'a rien à voir. On a vraiment l'impression que la tolérance, elle est meilleure. Et Micheline, on a eu cette impression aussi avec nos malades, nous.
Oui, après, c'est difficile parce que vous savez, c'est une phase très précoce, c'est ce qu'on appelle une phase 1. Donc, on n'a pas beaucoup encore de patients qui ont été traités, donc c'est toujours C'est difficile. ça, tu as parfaitement raison. C'est-à-dire, pour l'instant, attention, si vous avez quelque chose, un événement grave qui survient chez un malade sur 1000, ben, si vous avez traité 10 malades, vous pouvez tout à fait être passé à côté. Et malheureusement, vous allez le voir que quand on va commencer à élargir quand on va élargir le panel de malades qui ont reçu, quoi. Encore des questions sur les carticelles. Est-ce que ça peut entraîner une modification génétique Une modification génétique. définitive? Voilà, je pense que c'est une question un peu sur les cellules. C'est vrai qu'on modifie les cellules, mais on ne modifie pas, alors c'est un peu compliqué. C'est les propres cellules du malade que vous injectez après les avoir modifiées. Mais ce n'est pas toutes les cellules, hein, c'est uniquement un certain nombre de globules blancs. Et ces globules blancs, bah, ils agissent pendant un certain temps et ils finissent par mourir et par disparaître d'ailleurs. Ce qui fait d'ailleurs, parce que j'ai vu une autre question par rapport à la grossesse, hein, c'est ça? Exactement, oui. Euh, c'est une bonne question parce que comme les carticelles, en fait, sont donnés et ils tuent les globules blancs, s'ils persistent dans le sang pendant très longtemps, bah là, il faut pas qu'il y ait de grossesse parce que comme sinon, ces globules blancs, ils vont passer dans le placenta et aller chez le fœtus et ils peuvent donner une atteinte des globules blancs du fœtus. Mais ce qu'on sait, parce que quand les gens sont traités par Carticel, c'est on les mesure avec deux techniques qui permettent de mesurer quand est-ce qu'ils apparaissent, quand est-ce qu'ils disparaissent du sang. Et schématiquement, on prend un délai après la fin de l'étude pour autoriser avec plein de guillemets la grossesse, parce que là, on est sûr qu'on est assez loin. euh, on est assez loin de la persistance des carticelles pour ne pas avoir de risque chez le fœtus. Et c'est pareil, on a l'expérience d'hématologie, pas encore beaucoup de choses dans le lupus, hein. Ça, c'est important que vous sachiez qu'en France, il y a très peu de malades qui ont été traités, par exemple, pour l'instant, hein. Oui, c'est ça. Dans notre centre, on en a quelques-uns, mais c'est encore exceptionnel, hein. Il y a une question aussi, que pensez-vous de l'obécitumab par rapport aux carticelles, par exemple? Alors, le binutuzumab, c'est un anticorps qui est un super rituximab, qui marche mieux que le rituximab, qui a donné des résultats très intéressants, notamment dans l'atteinte rénale du lupus. Mais là, on attend les résultats de l'étude qui nous permettra de savoir s'il est vraiment efficace. Euh, si les données initiales sont confirmées, ben, ce sera un médicament qui sera très intéressant, mais c'est un anticorps monoclonal. Donc, en gros, quand vous le perfusez, il passe dans le sang, il persiste pendant un certain temps, il tue les globules blancs, donc les mêmes que ceux qui sont tués par les carticelles. Mais au bout d'un certain temps, les globules blancs, ils se renouvellent forcément, hein. Au bout d'un certain temps, ben, l'obinutuzumab, il arrête d'agir. Et donc, schématiquement, il faut refaire des perfusions de l'obinutuzumab tous les 6 mois à peu près. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour l'instant, c'est des médicaments qu'on utilise avec d'autres médicaments, et notamment avec les immunosuppresseurs et les corticoïdes. Et pour l'instant, il n'y a pas de démonstration. Il y a un essai qui est en cours, mais il n'y a pas de démonstration qu'on peut se passer des autres médicaments, du Cellcept par exemple, ou des corticoïdes. Donc, on n'est pas dans la même problématique. C'est-à-dire qu'avec l'obinutuzumab, vous allez, si vous contrôlez correctement l'atteinte, essayer de diminuer les corticoïdes et pas vraiment arrêter les immunosuppresseurs associés. Donc, on n'est pas dans la même stratégie. Hein, je répète, les carticelles, on est plutôt dans une optique de guérison, même si cette guérison n'est pas, ça on ne sait pas, c'est trop tôt, hein, mais elle n'est pas définitive. Avec les anticorps, de toute façon, ceux-là, hein, il y en a d'autres qui sont en cours de développement, qui sont peut-être efficaces beaucoup plus longtemps, mais on n'est pas dans la problématique de je perfuse une fois les anticorps, j'entraîne un contrôle de la maladie et je peux arrêter les autres médicaments. On n'est pas encore là. Et alors, il y a à nouveau une reformulation de la question concernant les essais cliniques. Est-ce que, en fait, les essais cliniques sont réservés aux patients de la pitié ou prenez-vous en compte les malades d'autres hôpitaux de Paris, par exemple?
Est-ce qu'il Ben, nous, en fait, il faut venir faut être suivi dans le service pour qu'on vous voit. Parce qu'il faut d'abord vérifier que, un, vous répondez bien aux critères en rapport avec avec l'étude. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est des malades qui ont des lupus sévères, réfractaires, malgré un certain nombre de lignes thérapeutiques, etc. Et puis, une fois qu'on vous a vu, on vérifie. Et puis après, il y a un certain nombre de prises de sang. Ça s'est fait avec le laboratoire et après, on discute. Donc attention, c'est pas parce que vous venez à la Pitié que vous êtes sûr de participer au Carticel, hein. Et puis après, il y a d'autres centres en France qui ont été impliqués dans le protocole Carticel. Euh, il y a Bordeaux, à Lille, Strasbourg, je crois aussi, Micheline, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais en pratique, soit vous êtes suivi dans le service et on vous voit et on pense que vous avez des critères pour participer à une étude, c'est comme ça qu'on fait en pratique, soit parfois vous êtes adressé par votre docteur, par exemple, pour avoir un avis pour un nouveau traitement. Mais effectivement, c'est une optique comme ça. En fait, vous ne pouvez pas vous proposer tout seul à un essai, c'est un peu compliqué. Donc souvent, ça passe quand même, voilà, il faut qu'on vous ait vu, qu'on ait vu votre dossier, ou que votre médecin vous adresse avec une question sur le traitement. Et quelqu'un me demande si on peut se présenter à des études pour le SAPL et les CAR-T-cells. Pour l'instant, il n'y a pas d'essai dans le SAPL avec les Carticel. Il y a à nouveau une question, ah pardon. Non, non, vas-y, je pense que j'allais lire la question, mais... Sur l'atteinte pulmonaire interstitielle, quels sont les traitements conseillés? Une atteinte qui résisterait aux plaquenil et corticoïdes et éventuellement méthotrexate. Alors, c'est compliqué de répondre sans connaître le type d'atteinte interstitielle. Souvent, on peut proposer du CellCept dans cette indication-là, hein, c'est-à-dire plaquenil, corticoïde, CellCept, mais il faut vraiment avoir le type d'atteinte pulmonaire. Est-ce que de lymphome chez un parent peut avoir un rapport génétique avec un lupus chez l'enfant? Moi, je vois pas de lien immédiat, non. S'il y a Je, d'autres questions, Micheline? je regarde, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. S'il y a aussi une question sur les vaccinations dans le cadre du SAPL, est-ce que c'est nécessaire? Alors, dans le SAPL, il n'y a pas de recommandation vaccinale particulière. Il n'y a pas de sensibilité particulière aux infections dans le SAPL. Et on ne va pas donner de traitement immunosuppresseur aux corticoïdes qui vont favoriser les infections. Donc, il n'y a pas il y a le calendrier vaccinal de la population générale, hein, et c'est tout. Attention, je parle du SAPL tout seul. Si vous avez un SAPL associé au lupus, là, il faut faire les vaccins recommandés dans le lupus, hein. Donc, il y a à nouveau une question sur est-il possible de prendre par exemple uniquement du Benlysta et d'arrêter le plaquenil? Ben, le plaquenil, quand on le prescrit, vous savez, puisqu'on en a parlé à l'école du lupus, à partir de 5 ans, vous devez faire les examens de surveillance des yeux. Schématiquement, tant qu'il n'y a pas de signe de mauvaise tolérance ophtalmologique, il n'y a pas de raison de l'arrêter, le plaquenil. C'est quand même le médicament qui a démontré son efficacité comme traitement de fond dans le lupus. Mais le Benlysta, il est aussi intéressant. La vraie difficulté, c'est que dans un cas, vous allez prendre un médicament comprimé tous les jours, et le Benlysta, vous allez devoir vous faire une injection par semaine. Bon, le Plaquenil, vous pouvez le prendre en cas de grossesse. Il faut le continuer en cas de grossesse. Le Benlysta, il faut l'arrêter. Donc, vous voyez, tout ça, ça fait que c'est difficile de donner une réponse généralisée, hein. Il faut avoir le dossier lui-même. Alors, comme on a parlé un peu de cancer, je pense que c'est pour ça, et de globules blancs et de lymphome, il y a une question, est-ce que le lupus peut donner un cancer comme atteinte hématologique? Alors, c'est une question difficile. C'est-à-dire, le lupus directement lui-même, il, il- il- il peut exceptionnellement se compliquer, mais c'est très rare et au bout d'un certain temps, euh, plus que la population générale.
de lymphome. Mais c'est un sur-risque qui est très très modeste, hein. Attention, hein, je ne veux pas du tout vous inquiéter. Enfin bon, il y a plein de gens qui doivent savoir qu'on le lupus depuis assez longtemps et qui n'ont pas du tout et peut-être que participe un peu à ce sur-risque le fait d'avoir reçu certains traitements immunosuppresseurs. Mais même ça, c'est pas sûr. Mais si on prend des femmes qui ont un lupus, qu'on les suit assez longtemps, on trouve plus souvent des lymphomes que dans une population de femmes du même âge qu'on suit sur la même durée. Mais c'est un sur-risque qui n'est pas très important, hein. Bon, bon, c'est un peu technique, mais bon, je crois que c'était important voilà, de vous communiquer tout ça et d'approcher un petit peu ces nouveaux médicaments. Comprenez bien que pour nous, c'est très important parce qu'il y a vraiment de la recherche qui se développe de plus en plus dans le lupus avec voilà, plein de nouvelles thérapeutiques qu'on ne va pas proposer à tout le monde, hein. On va d'abord utiliser les médicaments qu'on connaît bien, mais vraiment, on vit une période sur le plan du lupus, hein, je parle, avec plein de propositions nouvelles. Voilà, et bon, nous, on participe à énormément d'études. De recherche clinique, hein, et on a besoin de votre aide, quoi, hein. Ah, comment expliquer que ma fille a un taux de plaquenil quasi nul alors qu'elle le prend tous les jours? Mais soit elle ne le prend pas, ça reste possible, soit elle a du mal à l'absorber, alors peut-être qu'elle a eu un- une sleeve, une gastrectomie, des choses comme ça, ou alors une maladie cœliaque, c'est des choses qu'il faut chercher. Mais il faut vraiment être sûr que les gens prennent, hein. Quand on a un plaquenil à zéro, souvent quand même, il y en a un petit peu dans le sang, quoi. Bon, on va s'arrêter là. Ben voilà, donc nous on est demandeurs, n'hésitez pas à nous écrire, hein, pour l'école du lupus, des sujets que vous voulez qu'on traite, etc., quoi. D'accord? Ben à bientôt et puis voilà, bonne soirée, au revoir.